Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mémoire des douanes. L'AAD, Association pour l'histoire de l'administration des douanes, a pour but, entre autres, de rédiger l'histoire de cette institution et de publier des ouvrages consacrés à son passé. Dans cet esprit, et pour commémorer le prochain centenaire de la guerre 1914 à 1918, l'AAD a formé le projet éditorial de réimprimer 3 ouvrages de Jacques Mortane, consacrés par cet auteur aux douaniers qui se sont distingués en corps constitués, les bataillons douaniers ou à titre individuel, missionnaires spéciaux déposés derrière les lignes allemandes durant ce conflit. Ces 3 volumes, Au poteau, un héros. Pierre Godard et douanier en mission évoquent par le menu les actions d'éclat et le comportement héroïque de ces agents des douanes qui pour certains ont sacrifié leur vie à la patrie. Leur mémoire nous est chère et mérite amplement d'être ainsi rappelée aux jeunes et moins jeunes générations. Cette réédition s'inscrira dans cette collection Mémoire des douanes, destinée à retracer sous toutes ses formes le passé de cette institution. Du même auteur. Aux éditions Bodinière. Lies Putois Boxeur roman 10 000. La chevauchée des mers de Blériot à Lindbergh, 50e mille. Sous les tilleuls, la Nouvelle-Allemagne, 20e mille. La guerre des ailes. Évasion d'aviateurs, 35e mille. Mission spéciale, 50e mille. Traqués par l'ennemi, 25e mille. Leur dernier vol, 20e mille. À travers les filets de l'ennemi, 30e mille. Navarre, Sentinelle de Verdun. Ouvrage couronné par la Société des gens de lettres, prix Lubomirski. Chez d'autres éditeurs. La vie des hommes illustres de l'aviation, Grande médaille de vermeil de l'Aéroclub de France, Editions Roche d'Estrée. Les héros de l'air, de la Grave. Vie et mort de Foch, Editions Deportiques. Histoire de la guerre aérienne, de Vol. Édition française illustrée. Les apins par eux-mêmes, Le Maire. Les vols émouvants de la guerre, Pierre Lafitte. Guinmer, The Ace of S, Moffat Yard, New York. Special Mission of the Air, The Aeroplane, Londres. Das Neue Deutschland, Aurel Füssli, Zurich. Etc., etc. Avertissement au lecteur. Les ouvrages de Jacques Mortane ne mentionnent aucune source archivistique. Les événements évoqués relevant de la guerre secrète, cette absence de référence peut se comprendre. L'AAD a toutefois cherché, dans un souci d'authentification, à étayer les faits présentés. Les recherches conduites ont ainsi permis de redécouvrir des cotes archivistiques du SHAT, SHD, du Fonds de Moscou évoquant les missionnaires spéciaux, candidature, recrutement, formation, création d'un centre de renseignement allié à Folkestone, cité dans la thèse de M. Olivier Lahaye, renseignement et services de renseignement en France pendant la guerre de 1914 à 1918, 2e et 5e Bure-EMA et 2e Bure-GQG. L'existence d'une école de missionnaires spéciaux à Hermonville, 51. L'usage d'un terrain d'aviation parmi d'autres à Merval 02, puis Ballieu-les-Fimes, 51 pour certaines missions. Les notices ou mentions de décoration de certains missionnaires dans les dossiers des ordres correspondants, ou dans le livre d'or des douanes de la guerre 14-18e. Il convient enfin de mentionner les relations faites dans les souvenirs de Jules Védrine, le court chapitre rédigé à ce sujet par Roland d'Orgelès dans Bleu Horizon, et l'ouvrage de Pascal Cropp, Secret de l'espionnage français de 1870 à nos jours. Avant-propos. Les missionnaires spéciaux furent parmi les plus grands héros de la guerre. Leur travail né fut jamais mis en évidence. Certes, il valait mieux pendant les hostilités, ne pas insister sur leurs tâches. Mais depuis, j'ai, dans Mission spéciale, essayé de décrire les exploits accomplis par ces purs patriotes, d'une incroyable bravoure autant du côté des passagers descendus dans les lignes que du pilote qui les y conduisait. Dans ce nouvel ouvrage, j'ai décrit la plus grande mission spéciale et collective organisée durant la campagne en septembre 1915. On verra comment les douaniers s'y distinguèrent. Car le plus souvent, les missionnaires étaient des volontaires appartenant à l'administration des douanes. Le lecteur appréciera la beauté des tâches sollicitées et réussies par ces anonymes de la gloire, mais il saisira mal la parcimonie adoptée pour l'attribution des récompenses. Il est même des douaniers missionnaires et évadés, auxquels des commandants de recrutement qui n'ont sans doute pas soupçonné ce qu'était la guerre,
refusent la carte de combattant. Pour eux, être douanier, c'est se borner à demander à la porte des gares si vous n'avez rien à déclarer. À l'usage de ces officiers qui ont sur la réalité des principes si rudimentaires, je dédie ces pages d'héroïsme. Peut-être avec quelques retards comprendront-ils. Mais il y a plus encore que la carte du combattant. Pourquoi ne pas avoir décerné des médailles militaires et des légions d'honneur à ces missionnaires qui les avaient si bien gagnées? Il en est un, Henri Champeau, fusillé par les Allemands le 24 août 1915, qui n'a même pas eu de citation. Pourquoi ne pas avoir attribué des décorations posthumes? Pourquoi avoir oublié les vivants? Est-ce parce qu'il s'agit de modestes fonctionnaires? Je me suis efforcé dans cet ouvrage et dans le prochain, d'attirer l'attention sur ces vaillants. On trouvera dans ces livres des actes d'un incroyable courage. Si les pouvoirs publics les connaissaient, ils tiendraient sans aucun doute à réparer maintes injustices. Sait-on que sur 11 936 douaniers appelés sous les drapeaux pendant la guerre, 142 furent tués, dont 5 fusillés par l'ennemi, 381 moururent de leurs blessures ou de maladies contractées en service et 198 disparurent? Quant à ceux qui furent décorés, 176 reçurent la Légion d'honneur, 670 la médaille militaire. Est-ce le bilan d'embusqués? Est-ce l'arme à laquelle on peut, sans honte, refuser la carte de combattant, alors qu'on l'accorde à celui qui, durant toute la campagne, resta au dépôt d'un régiment du côté de Perpignan ou de Narbonne? Nous verrons que ce corps d'élite, composé de patriotes, esclaves du devoir, a fourni des héros dans les autres armes, mais tous admirent particulièrement ceux des leurs qui se consacrèrent aux missions spéciales en territoire ennemi où ils vivaient dans une perpétuelle angoisse. Et ce sont ceux-ci qui furent les délaissés, traités avec une rare ingratitude. On le constatera dans presque tous les chapitres de cette étude. En terminant, rappelons que le précurseur des missions spéciales fut également un douanier. Le préposé Louis Paté du piquet d'escorte de Chalon-sur-Marne, qui les 27, 28 et 29 août 1870 n'hésita pas à traverser les lignes prussiennes, porteur d'une dépêche que lui avait confiée à Montmédy, le commandant de Montauban, aide-de-camp du commandant en chef de l'armée de Metz. Il l'a remis à Beaumont, au général Martin Despalières, de l'armée de Sedan. L'accomplissement de cette mission provoqua la déposition de Louis Paté dans les débats du procès du maréchal Bazaine. Les douaniers n'ont jamais reculé devant le danger. Ils ont toujours réclamé l'honneur de partir, même sachant qu'ils n'avaient aucune chance d'échapper à la mort. Si on l'oublie, qu'est-ce donc que la justice? Les 12 missions SPECIALESAERIENNES, de septembre 1915. Chapitre 1er, la mort de Goulard, missionnaire de Guinemer. Les Français allaient attaquer. Il s'agissait de la première grande offensive depuis la bataille de la Marne. Nous espérions percer le front ennemi et reprendre la guerre de mouvement. Tous vibraient d'espoir, tous escomptaient la fin de la tuerie. L'enthousiasme régnait. Nul ne doutait du succès. Chacun avait la conviction qu'il ne passerait pas un second hiver dans la boue des tranchées. La veille de l'offensive de Champagne, le 25 septembre 1915, de plusieurs terrains d'escadrille, devaient s'élever 12 pilotes emmenant chacun un missionnaire spécial. L'escadrille des Cigognes était représentée par Georges Guinemer, alors à ses débuts, le sous-lieutenant Richard et l'ADESA de la spécialité Jules Védrine, qui ne partit que le surlendemain. Ils déposèrent respectivement le douanier Goulard, le douanier Georges et Lasseray. L'escadrille 12, du capitaine de Berny, eut comme volontaire le sous-lieutenant Jacques Kellenec avec le capitaine Évrard et l'adjudant René Baudin aux 4 missions, avec un déserteur allemand, ancienne ordonnance du maréchal von den Goltz. L'escadrille 38 envoya le caporal James J. Bach, engagé américain, avec le douanier Champeau, et le sergent Mangeot qui allait faire sa seconde mission avec le douanier Duplan. L'escadrille 23 délégua un champion d'avant-guerre, Boba, et un engagé russe, Édouard Pulpe. À la 37, le chef de l'escadrille, Robert de Beauchamp, tint à prendre part à l'affaire avec le caporal Grandjean, et l'adjudant Paolacci prit à bord le sergent Pierre-Adolphe. Enfin, l'adjudant Billard de l'escadrille 4, héros de 3 missions, compléta la douzaine. Suivons chacun des équipages. Georges Guinemer était jeune pilote en escadrille. Il n'était au front que depuis le 8 juin,
mais il avait déjà remporté une victoire en biplace avec le mécanicien Gerder, le 19 juillet 1915. Il avait abattu entre les tranchées, dans la région de Carrière-l'Évêque, un aviatique monté par le lieutenant Johannes et le sous-officier Strobel. Plein de fougue et d'enthousiasme, désireux de se signaler dans toutes les circonstances, il se proposa comme volontaire lorsque des pilotes furent demandés pour l'expédition du 25 septembre. On lui affecta le sous-brigadier Charles-Arthur Goulard, né le 20 mai 1877 à Landouzy-la-Ville, près de Vervins. Les missionnaires recevaient toujours au départ un faux état civil, et leurs pilotes ignoraient même le plus souvent leur nom. C'est ainsi que Goulard fut présenté à l'escadrille des Cigognes comme étant Gaston numéro 39. Guinemer avait reçu l'ordre de le descendre dans la forêt de Nouvion-en-Thiérache, dans l'Aisne. Le douanier, habillé en civil, prit place avec ses explosifs et ses pigeons, et ce fut le départ. Temps exécrable, ce n'était pas un mal, l'espace étant ainsi plus sûr et le danger de mauvaises rencontres réduit au minimum. On partait en effet, le plus souvent, sans armes pour ces expéditions, et si l'on croisait un ennemi, il fallait non seulement l'éviter mais le dépister afin de pouvoir opérer sans être dérangé. Le sergent Guinemer monta à 3000 mètres. Poussé par le vent, il atteignit rapidement l'endroit désigné, chercha un coin favorable à la fois pour atterrir et pour faciliter la fuite du passager, le trouva, se posa. Goulard prit tous ses bagages, tourna l'avion, s'enfonça dans le bois, tandis que le pilote reprenait son vol. Le vent était maintenant contraire, et freinait le Morane-Saulnier. Ce n'est que 3 heures après son départ de l'escadrille que Guinemer rentra. Il avait craint d'être obligé de descendre dans les lignes ennemies par suite du manque d'essence. Une semaine plus tard, le 1er octobre, l'ADESA fit une seconde mission spéciale, mais les Allemands se méfiaient. Ils avaient tendu des fils de fer à travers les champs les plus accessibles. Guinemer éventa la ruse et choisit un terrain caouteux, rempli d'ornières où il réussit à atterrir et à repartir sans incident. Mais il jura de ne plus recommencer, et se consacra désormais uniquement à la chasse. Rejoignons Goulard qui vite s'est dissimulé aux regards indiscrets. Précaution opportune, car des ennemis s'étant aperçus de la descente accourent sur le champ. L'avion s'est envolé. Des recherches sont entreprises. Le douanier n'est pas inquiété et n'assiste qu'en spectateur à l'investigation. Il s'établit dans sa cachette et attend la nuit pour se mettre au travail. Agent d'exécution, il est chargé de faire sauter la ligne de chemin de fer allant de Hirson à Guise, de préférence au moment du passage d'un convoi. Il a proposé en outre de détruire la voie ferrée de Hirson à Hanovre. Avec une décision admirable, Goulard, qui connaît la région de façon parfaite, se faufile à travers les bois en pleine nuit. Il atteint le premier point désigné, observe le mouvement des sentinelles, chronomètre le temps qui s'écoule entre chaque parcours, de façon à opérer lorsque le factionnaire lui tournera le dos. Les trains passent avec fréquence, des troupes sont amenées dans le secteur où nous allons attaquer. Il faut opérer avec célérité. Goulard rampe vers la voie, dispose ses explosifs, entend un roulement dans le lointain. Le moment est venu. Il a entre les mains de nombreuses existences humaines. Va-t-il hésiter ? Non, c'est la guerre et son épouvante, en tuant il préservera ses compatriotes. Et il agit. Il aperçoit les lanternes de la locomotive. Il s'est installé dans un fourré pour ne rien perdre du drame. Une détonation formidable, des lueurs d'enfer, des cris, des rumeurs, les craquements des wagons privés de rails. Mission accomplie. Ce sera ensuite le tour de la ligne Hirson-Hanovre, qui sautera aussi sûrement. Chaque fois, Goulard libère 2 pigeons pour avertir le commandement. Il en a conservé 2 pour envoyer des renseignements s'il en trouve d'importants en route. Maintenant qu'il a fait tout son devoir, avec quelle vaillance, il va se consacrer au sien en attendant d'aller au rendez-vous que lui a fixé Jules Védrine qui doit venir le chercher en avion. Le plus souvent, les missionnaires se proposaient parce qu'ils avaient de la famille en territoire envahi, et tout en rendant service à leur patrie, ils espéraient avoir la joie de retrouver les êtres dont la guerre les avait séparés. Sentiment naturel qui coûta la vie à de nombreux braves, régulièrement dénoncés par leurs compatriotes, il faut, hélas, le reconnaître. Charles Goulard se rend à Saint-Michel-sous-Gland pour voir ses parents et sa sœur. Il y arrive sans encombre et passe 3 jours dans un bonheur qui n'est pas encore complet, car à Gernelle, dans les Ardennes, il a sa femme et ses 4 enfants.
Il réunit quelques précisions intéressantes sur les numéros de régiment, sur les allées et venues des troupes et lance son avant-dernier pigeon. Ces volatiles gracieux et précieux n'étaient pas sans le gêner dans ses randonnées. Néanmoins, il en garde encore un, malgré la certitude d'être fusillé si arrêté, on le trouve sur lui. L'heure des adieux a sonné. C'est maintenant vers Gernelle que se dirige le voyageur nocturne. Après maint détour, afin de ne traverser que des bois, rampant la nuit, se terrant dans les buissons le jour, il arrive à 23h, le 11 octobre, dans le village où il vivait heureux et tranquille avant la déclaration de guerre. À ce moment-là, il rejoignit sa compagnie qui resta dans la région jusqu'au 23 août 1914. Vint alors la retraite qui suivit Charleroi. Goulard était à Rumel, il n'eut que le temps d'aller embrasser les siens et ce fut le départ. On imagine l'émotion du brave se retrouvant dans sa résidence, occupée maintenant par l'ennemi. Il sent sa femme, ses petits tout près de lui, et il est obligé de se cacher, tel un cambrioleur, de n'avancer qu'à pas furtifs pour avoir le droit d'étreindre les êtres qu'il aime le plus au monde. Maintenant, il n'y a plus de bois, il faut bien marcher sur la route. Goulard rencontre des gens du pays, mais il ne commet pas l'imprudence de se faire reconnaître. Au contraire, il se dissimule. Il atteint sa maison, se dirige vers une porte donnant sur des jardins, il frappe. Tout est éteint. Personne ne l'entend. Il n'osait pas faire de bruit. Il donne de petits coups en chuchotant « Ouvre, c'est moi ». Tous dorment à l'intérieur. Pendant plus d'une heure, il recommence ses appels. Il perçoit la respiration régulière de sa femme et de ses enfants, lui, le mari, le père est là, à quelques centimètres d'eux, comme un paria. Il ne peut pas révéler sa présence plus fort. Il doit attendre que ces frôlements aient raison du sommeil persistant. Enfin, sa femme remue sur son lit. Elle l'a entendu. Elle vient lui ouvrir. Il entre, serrant son pigeon contre la poitrine. À peine a-t-elle reconnu son mari que de saisissement, Madame Goulard tombe évanouie, terrassée par l'émotion. Bientôt elle reprend ses sens. Le douanier raconte son exploit, s'informe de ce que devient sa famille, de la vie qu'elle mène, recueille encore des renseignements. Dès l'aurore, il donnera son vol à l'oiseau qui les portera à notre commandement. Goulard ne veut pas réveiller ses enfants. Il a peur qu'ils poussent des cris en le voyant, et attire l'attention des Allemands. Il se restaure, puis, pour plus de précaution, monte au grenier et se cache derrière un tas de fagots. Demain matin, dit-il, j'embrasserai les petits et je repartirai aussitôt car Védrine va venir me reprendre en avion. À 8h, grand fracas sur la route. 4 ou 5 automobiles arrivent, contenant 25 gendarmes. Elles s'arrêtent devant la maison. Les gendarmes la cernent et le chef de la troupe entre brusquement, suivi de quelques hommes. Horreur. Il aperçoit sur la cheminée une photographie de Goulard dans son uniforme de douanier. « Marie à madame à la guerre ?» demande-t-il. « Oui. »« Jamais nouvelle ?»« Non. » Tous se regardent et ricanent. Il déclare être venu pour voir s'il n'y a pas de cuivre. Il monte directement au grenier, fouille dans le foin à coups de baïonnette. Si Goulard avait choisi cette cachette, il aurait été lardé. Il retire ensuite les fagots et découvre le malheureux. « Madame, vous êtes une menteuse, dit le chef. Nous savions que votre mari était chez vous. Il avait été dénoncé par ceux qu'il avait rencontrés la nuit et qu'il croyait avoir évité. Or, il ne connaissait pas d'allemand. Goulard est arrêté. Il ne tente pas une résistance inutile. Sa femme, ses enfants pleurent sans fléchir le cœur des gendarmes. Le prisonnier, domptant sa tristesse, les console et s'adressant à sa compagne. Surtout, quoi qu'il arrive, ne dit rien. On l'emmène à la mairie pour lui faire subir un premier interrogatoire. Vous êtes douanier ? Non, je suis soldat français. Avouez que vous êtes en mission spéciale. Ce n'est pas vrai. J'avais le cafard d'être séparé des miens, je suis venu les voir. Ne parvenant pas à tirer quelque chose de sa victime, l'officier instructeur envoie chercher sa femme. En les confrontant, puis en les interrogeant séparément, il tâchera d'obtenir des aveux. Madame Goulard, fidèle à sa promesse, ne fera aucune révélation, elle ne sait rien. Inutile d'insister. On emmène Goulard à la prison de Charleville, et sa femme à la prison des Assises, à Mézières. On les met au secret. Chaque jour,
On les conduit entre deux gendarmes au tribunal où on les questionne pendant des heures entières sans le moindre résultat. Les officiers se succèdent, vainement. Ils savent bien que la prise est bonne, mais ils voudraient la faire parler, obtenir des renseignements, des précisions. Même devant la torture, Goulard conserverait son secret. Devant plusieurs chefs, couverts de décorations, fut tentée une ultime confrontation entre les deux époux. « Tu sais ce que je t'ai fait jurer » dit Goulard à sa femme. « Ne dis jamais rien, et surtout n'aie pas peur de ces gens-là. Ce sont des lâches, et je te jure qu'ils ne me feront pas baisser les yeux. » Après 18 jours de cellule, le douanier fut condamné à la peine de mort. Le 28 octobre 1915, il fut conduit au fort des Ayvelles où devait se faire l'exécution. Comme suprême consolation, on lui permit de rester pendant 1 heure avec sa femme. Il était toujours aussi calme. Il parla de l'avenir de sa famille, donna des conseils. On aurait dit qu'il allait partir pour un simple voyage. « Sois fort, dit-il. Ce sont les hasards de la guerre. Tu as des enfants, c'est à eux que tu dois te consacrer désormais. J'aurais pu tomber là-bas, au front, sans qu'on me retrouvât jamais. J'ai eu du moins le bonheur de vous embrasser tous avant de mourir. Et puis, sois sans crainte, la France ne vous abandonnera pas. Elle saura soutenir les familles de ceux qui seront morts. » Il regarda sa montre. « Encore un quart d'heure, nous avons le temps. » Il continua de parler avec une placidité déconcertante, s'occupant de tout, ne laissant rien au hasard. Enfin, une sentinelle entra. « C'est fini. Il faut vous quitter. » Les adieux furent déchirants. La pauvre femme, malgré sa volonté, ne pouvait pas retenir ses larmes. Son mari la consolait. « Ne pleure pas, je t'en supplie. Vois comme je suis tranquille. Dans quelques minutes, tout sera fini. Je n'aurai pas souffert. Songe donc à tous ceux qui y restent chaque jour, dans une agonie intolérable. Une dernière étreinte, et il va se mettre aux ordres de ses bourreaux. La garde l'emmène dans un des fossés du fort. Le peloton d'exécution est à son poste. Goulard passe devant lui, marchant d'un pas assuré. Il crie aux soldats. « Vous n'avez jamais vu couler du sang de Français, eh bien, vous allez en voir. » Il s'adosse au mur, posément, donnant l'impression d'être là non pas en acteur, mais en spectateur. On veut lui mettre un bandeau. Non, je veux voir la mort en face, elle ne me fait pas peur. Les Allemands, émerveillés de tant de courage, n'osent pas insister. On sent qu'ils sont obligés de tuer, mais qu'ils ont du remords devant un tel héroïsme. Le douanier ouvre sa veste, sa chemise, montre l'endroit où il faut viser et dans un grand cri. « Vive la France !» Le tir répond à cet appel. Goulard s'écroule, foudroyé. Ce n'est que le 18 mai 1919 que l'on pensa à le récompenser, en lui décernant la médaille militaire. Gradé est extrêmement brave et résolu, ayant un moral très élevé. Volontaire pour une mission particulièrement périlleuse, a fait preuve dans l'accomplissement de celle-ci des plus belles qualités d'énergie, de courage et d'esprit de sacrifice. Est mort pour la France, fusillé par les Allemands le 28 octobre 1915. N'aurait-il pas été juste de lui accorder la Légion d'honneur à titre posthume ? La France saura soutenir les familles de ceux qui sont morts, avait dit le glorieux douanier à sa femme. Celle-ci toucha une pension comme veuve de sous-brigadier des douanes et de caporal. Après l'armistice, on s'aperçut du cumul. C'est un crime inexpiable, paraît-il. Et la malheureuse mère de 4 enfants dut rembourser l'argent qu'elle avait reçu indûment. 2. L'ODYSSE du douanier Georges ou la vengeance d'après-guerre. Le sous-lieutenant Richard, l'un des plus braves et des plus habiles pilotes de l'escadrille des Cigognes, emmena Émile Léon Georges de la 6e compagnie de douaniers, auquel on avait donné le pseudonyme de Maurice 39. Georges, marié et père de 2 enfants, était lui aussi attaché au poste de Gernelle au début de la guerre et Goulard était son sous-brigadier. L'un et l'autre avaient le même sentiment du patriotisme, 2 cœurs de héros. Mais si Goulard restait toujours calme, même devant les événements les plus tragiques, Georges ne put jamais vaincre ses gestes impulsifs, ses réflexions devant les injustices. Aussi eut-il quelques déboires avec certains chefs qui abusaient de l'autorité, à condition toutefois de ne l'exercer que loin du front. Un lieutenant, qui obligeait chaque homme de la section à faire 6 heures de faction de jour et 6 heures de nuit, s'attira une réclamation du sergent.
Estimez-vous heureux. D'ici peu on vous enverra là-bas, cela dissipera votre cafard. Le sergent au garde à vous n'osa pas répondre. Ce fut Georges qui le fit à sa place. Mon lieutenant, la vie n'est pas si belle pour nous. Nous ne demandons qu'à y aller. Pour ma part, cela ne me fait rien de mourir. Voilà un homme courageux, répliqua l'officier, il ne demande pas à être blessé, il veut mourir sans souffrir. Et Georges ? Nous espérons que vous nous accompagnerez, mon lieutenant, et après la guerre, il y aura sûrement de l'avancement. Sans cesse, le douanier prend le parti des faibles et proteste contre les actes qui ne lui semblent pas sains. Adoré de ses camarades, il n'est pas toujours en excellents termes avec les profiteurs de galons. Là de monter la garde dans la zone des armées, il cherche à passer dans une unité combattante où il pourra faire du mal à l'ennemi, au lieu d'être forcé de traquer les poilus au repos. Le 8 septembre 1915, sa compagnie est envoyée à Clermont. À peine arrivé, Georges retrouve Goulard avec lequel il déjeune. Pendant le repas, Goulard annonce confidentiellement à son camarade qu'il va partir en mission spéciale. « Ce travail-là ne vous plairait-il pas ? » « Assurément, » répond Georges, « cela me changerait de celui qu'on me fait faire ici. » Goulard lui promet de donner son nom au commandant du service des renseignements. 6 jours après, entrevue avec M. Mallet, commissaire de la Sûreté, qui revient le lendemain, accompagné du commandant du service des renseignements. L'affaire est conclue. Le 16 septembre, le commissaire prend Georges en automobile et va retrouver avec lui Goulard pour indiquer aux 2 volontaires la manière de détruire un convoi. Ses fréquentations constantes avec la police rendent suspect, vis-à-vis de ses camarades et même des gendarmes, l'infortuné Georges qui a juré de ne pas commettre la moindre indiscrétion. On se méfie de lui. On le considère comme un mouchard. On ne s'explique pas les égards dont il est l'objet. Il souffre de cette animosité qu'il constate chaque jour plus grande. Lui qui a son franc-parler ne peut rien dire. Il demande à quitter le poste. L'officier de renseignement le prie de patienter encore un peu. Enfin, le 21 septembre, le douanier reçoit l'ordre de verser son équipement et ses armes au bureau du sergent-major et de rallier l'état-major de la 6e armée. Il retrouve Goulard et ne le quitte plus. Ils couchent dans le même lit. Georges, plus léger, tombe sans cesse contre son camarade. Ils dorment mal. Georges dit à Goulard : « Si nous devons rester là longtemps, il vaudra mieux divorcer. » Goulard réplique en riant : « Nous serons peut-être encore plus mal dans quelques jours. Qui sait où nous coucherons ? » Pauvre Goulard. On emmène les 2 missionnaires à Fitzjames où cantonne l'escadrille des cigognes. Goulard est présenté à Guinmer, Georges au sous-lieutenant Richard. On leur apprend le graissage de l'avion, la mise en route de l'hélice au commandement de contact. Ils font 2 essais chacun, sans résultat. Déception de Georges. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.